Tyler Perry, un nom qui évoque la réussite, la résilience, l'élévation. Un homme parti de rien, devenu l'un des plus puissants producteurs d'Hollywood, des studios gigantesques à Atlanta, des films qui cartonnent, une fortune qui dépasse le milliard et une image publique presque irréprochable. L'entrepreneur croyant, le modèle pour toute une génération. Mais en ce mois de juin 2025, cette image se fissure brutalement. Un acteur jusque-là inconnu du grand public, Derek Dixon, vient de déposer une plainte officielle devant la Cour supérieure de Los Angeles, une plainte de 36 pages accusant Tyler Perry d'agression sexuelle, de harcèlement, de manipulation psychologique et de représailles professionnelles. Montant réclamé, 260 millions de dollars, mais plus encore que l'argent, ce qui frappe, ce sont les détails, des messages explicites, des gestes décrits avec précision, des invitations privées dans plusieurs villes et surtout une mécanique d'influence patiemment installée. Tout commence à Atlanta. Derek n'est pas encore acteur, il travaille pour Legendary Events, une société de planification haut de gamme chargée d'organiser une soirée dans un cadre luxueux. Ce soir-là, il sert des invités lorsqu'il croise par hasard le regard de Tyler Perry. Contre toute attente, le géant d'Hollywood lui adresse la parole. Quelques mots, un compliment sur son allure, une allusion à un projet, une invitation à passer une audition. Pour Derek, c'est surréaliste. Il n'a ni agent, ni réseau, juste un rêve. Quelques semaines plus tard, il décroche un petit rôle dans la série Ruthless. Il joue brièvement, fait bonne impression, l'équipe le félicite. Perry semble satisfait, mais Derek, réaliste, retourne travailler chez Legendary Events. Il sait que dans ce milieu, les promesses sont souvent sans lendemain et pourtant Perry ne l'oublie pas. Très vite, les messages privés commencent. Perry félicite Derek pour son jeu, puis l'invite à des événements à Los Angeles, à Jackson Hole, dans le Wyoming, à Atlanta. Les échanges deviennent plus fréquents, plus personnels. Le ton glisse doucement du professionnel à l'intime. Des compliments, des remarques sur son physique, des phrases ambiguës comme « Thick Derek » ou « Hips That Twist ». D'abord, Derek est flatté, puis mal à l'aise, mais à chaque fois, Perry revient à cette promesse « Je vais produire ton show, tu vas écrire, tu vas devenir une star, je crois en toi ». Derek veut y croire, après tout, c'est Tyler Perry, le roi du storytelling, un homme respecté, adulé, qui tend la main. S'il faut tolérer quelques messages dérangeants, pense-t-il, c'est peut-être le prix à payer pour réussir. Il ne se doute pas que ce prix va bien vite dépasser les limites de l'inconfort. Perry l'invite à dîner, à nouveau, dans des lieux privés, parfois très éloignés des studios, des conversations longues, parfois étranges. Une voiture lui est offerte, sans raison particulière, un modèle de luxe. Derek est surpris mais accepte. Perry commence à parler d'avenir. « Je veux que tu travailles uniquement pour moi, oublie ton autre job, je t'installe dans mes studios ». Derek finit par céder, il quitte Legendary Events. Il emménage dans l'un des logements privatifs situés sur les plateaux de tournage. Officiellement, c'est une promotion, mais dans les faits, c'est un isolement. Désormais, tout passe par Perry, les messages, les invitations, les attentes. Il reçoit régulièrement de l'alcool livré directement chez lui. Les appels vidéo deviennent quotidiens, parfois tard dans la nuit. Perry parle de sa solitude, de ses blessures. Il se confie, mais exige aussi. Il impose le silence. Ne parle à personne de nos conversations, les autres ne comprendraient pas. Ce n'est plus un mentor, c'est un homme en position de domination. Et Derek, sans repère, sans agent, sans allié, entre peu à peu dans une spirale confuse où se mêlent espoir, pression et malaise. Mais ce n'est que le début. C'est à Douglasville, en Géorgie, que tout bascule. Dans une résidence appartenant à Tyler Perry, Derek est invité pour ce qui semble être une simple soirée privée. L'ambiance est feutrée, presque chaleureuse. Ils boivent, ils discutent et au fil des heures, Perry devient plus insistant. Lorsque la soirée touche à sa fin, il propose à Derek de rester dormir sur place. Il insiste « Tu as bu ». Tu es fatigué, reste ici, c'est plus sûr. Derek accepte, il pense dormir dans la chambre d'amis, mais au milieu de la nuit, tout change. Il sent une présence à ses côtés. Perry s'est glissé dans le lit, d'abord silencieux, puis il commence à le toucher, d'abord timidement, ensuite plus franchement. Il effleure son corps, pose ses mains sur ses cuisses, murmure. Derek, choqué, se redresse, proteste. Il dit non, il veut que cela s'arrête. Mais Perry insiste, il le regarde, le flatte,
commente son apparence. Il dit « Retourne-toi, hein, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas de la séduction, c'est une intrusion, une tentative de prise de pouvoir par le corps. » Derek finit par quitter le lit, bouleversé. Il passe la nuit éveillé, en alerte. Le lendemain, Perry l'appelle, il envoie des messages, il s'excuse, il parle d'un moment d'égarement, de l'effet de l'alcool, il dit « Je me suis saboté moi-même, je suis désolé. » Et comme toujours, il ajoute « Je vais produire ton projet, ne t'inquiète pas, on va le faire. » Derek, déstabilisé, ne sait pas comment réagir, il est partagé entre le choc de la nuit et l'opportunité qu'on continue de lui promettre. Il se persuade que c'était peut-être un incident isolé, une erreur, il décide de continuer, il veut croire que tout va s'arranger, mais ce qu'il ignore, c'est que cette nuit n'était pas un accident, c'était un seuil franchi. Dans les semaines qui suivent, Perry se montre plus présent que jamais, il devient omniprésent. Derek est engagé dans un rôle récurrent dans la série The Oval. Il doit jouer un employé de supérette homosexuel, vulnérable, qui échange des faveurs sexuelles pour survivre. Un personnage trouble qui lui ressemble de façon inquiétante, le scénario le trouble, mais Perry insiste « Ce rôle est pour toi ». Il le pousse à abandonner son ancien emploi pour se consacrer entièrement à la série. Derek obéit, il emménage dans une maison du studio. À première vue, c'est un privilège, mais en réalité, c'est un isolement stratégique. Il vit sur le lieu de tournage, sous contrôle. Les livraisons d'alcool reprennent, les appels aussi, longs, nocturnes. De plus en plus intime, Perry parle de son corps, de ses fantasmes. Il dit qu'il est seul, qu'il souffre, qu'il a besoin d'attention. Il exige une disponibilité constante, une proximité qui dépasse le cadre professionnel et il impose la loi du silence. Il interdit à Derek de parler aux autres membres de l'équipe. Il menace « Tu vas créer des problèmes, les gens vont parler. » Il y aura des rumeurs. Le message est clair, tais-toi ou tu perdras tout. Peu à peu, Perry lie le destin de Derek dans la série à leur relation. Il laisse entendre que son avenir dépend de sa coopération. Lors d'une discussion, il évoque la fin de la saison où plusieurs personnages sont abattus. Il lâche cette phrase glaciale « Moi, je sais qui survit ». Derek comprend, il est pris dans un engrenage et effectivement, dans l'épisode final, son personnage est abattu de 4 balles en pleine poitrine. Pour lui, c'est un choc, une preuve, il n'est plus question de fiction, il est devenu la cible d'un système, un objet dans un rapport de pouvoir déguisé en carrière. Mais même après la mort de son personnage, Perry continue. Il appelle, il écrit, ses messages sont de plus en plus explicites. Il parle du corps de Derek, il dit « Tu es magnifique, je n'arrive pas à te sortir de la tête » et il ne s'arrête pas là. Il pose des questions intimes, « Tu préfères les hommes ou les femmes ?» Qu'est-ce que tu fais dans ton lit la nuit ? Derek tente d'éviter, il détourne les sujets, il cherche à fuir, mais Perry revient toujours avec des mots doux, des reproches, des promesses. Il dit « Tu sais que je t'apprécie, tu sais que je veux que tu réussisses, mais toi… » Qu'est-ce que tu me donnes ? Un sentiment de dette s'installe, une dette invisible, impossible à rembourser. Derek commence à comprendre que tout ce qui lui a été donné ne l'a jamais été, sans condition, et un jour, cette dette va se transformer en cauchemar. Un soir, Perry demande à voir Derek à nouveau. Il veut parler, dit-il, clarifier les choses. Derek hésite, mais accepte, il se rend à son domicile. L'ambiance est tendue, Perry évoque leur tension récente, parle d'un manque de clarté, d'une perte de confiance, puis sans prévenir, il change de ton, il recommence à parler du corps de Derek, de ses envies, il dit qu'il ne peut plus se retenir et cette fois, il agit, il s'approche, il tente de lui retirer ses vêtements. Il pose ses mains sur lui, le serre, tente de l'immobiliser. Derek dit non, plusieurs fois, clairement. Il résiste, repousse, panique. Mais Perry insiste, il murmure « Je sais que tu veux ça, tu fais semblant ». Derek parvient à se dégager, il s'enfuit, bouleversé, choqué, en état de sidération. Le lendemain, comme à chaque fois, Perry appelle, il pleure, il dit qu'il est perdu, qu'il ne voulait pas faire de mal, qu'il est seul, et encore une fois, il tend une promesse pour tenter d'effacer l'abus. Je vais financer ton projet, tu le mérites, je ne t'abandonnerai pas. Mais cette fois, Derek ne croit plus à ses mots. Pendant des mois, il prend de la distance, il coupe les ponts, mais Perry revient. Toujours. En 2022, il lui écrit de nouveau, et cette fois, le ton est accusateur. Perry dit « Tu n'as jamais vraiment dit non ». Il lui reproche de ne pas avoir crié, de ne pas l'avoir empêché plus fermement, comme s'il était en partie
responsable. Complice malgré lui, pour Derek, c'est la phrase de trop, celle qui fait tout basculer. Il comprend que ce qu'il a vécu n'est pas un malentendu, ni un dérapage, c'est un système, un contrôle, un abus répété. En 2024, il décide d'agir, il saisit l'EIOC, la commission américaine pour l'égalité des chances dans l'emploi. Il raconte tout, les messages, les gestes, les pressions, les promesses. Il fournit les preuves, les captures d'écran, les textos, les échanges FaceTime. L'IOC ouvre une enquête. Et au terme de l'instruction, elle lui délivre un document crucial, le droit de poursuivre Tyler Perry en justice. Derek devient alors un plaignant officiel, pas un simple acteur blessé, un homme armé de preuves, décidé à parler. Le vendredi 14 juin 2025, Derek passe à l'offensive. Il dépose plainte devant la Cour supérieure de Los Angeles, une plainte publique nommant Tyler Perry comme accusé. Les faits sont clairs, agression sexuelle, harcèlement, chantage émotionnel, manipulation, représailles professionnelles. Les preuves sont listées, ligne après ligne, et le montant demandé est colossal, 260 millions de dollars. La nouvelle fait l'effet d'une bombe. À Hollywood, c'est la stupeur. Comment l'homme à l'image si lisse, si pieuse, si inspirante, aurait-il pu dissimuler un tel comportement pendant toutes ces années? Les médias s'enflamment, les réseaux sociaux s'embrasent. Le hashtag #boycott Tyler Perry devient viral. Certains défendent le réalisateur, crient au complot. D'autres saluent le courage de Derek, le comparant à d'autres victimes qui ont osé briser le silence. Mais ce qui choque le plus, ce n'est pas un acte isolé, c'est la structure décrite dans la plainte, un système, une mécanique de pouvoir, une série de gestes, de promesses, de menaces qui forment un engrenage précis. Et face à l'ampleur de la tempête, Tyler Perry se tait. Aucun communiqué, aucun démenti, aucun mot sur ses réseaux, pas même un regard public, un silence perçu par certains comme une stratégie légale, par d'autres comme un aveu déguisé. Pendant ce temps, Derek fait face à une autre tempête, des insinuations, des menaces voilées, des proches qui se détournent. Il affirme recevoir des pressions, il se sent seul, mais il ne se dérobe pas. Il parle, il accorde une interview à Teaser Tales, il raconte, il explique pourquoi il s'est tu, pourquoi il n'a pas crié et pourquoi aujourd'hui il refuse de se taire. Ce n'est pas pour me venger, dit-il, c'est pour la vérité. Et cette vérité dérange, car derrière l'image du réalisateur adoré, il y aurait eu, selon Derek, un homme prêt à tout pour obtenir ce qu'il voulait et un système qui l'aurait laissé faire. Derek n'est plus seul, d'autres voix commencent à murmurer, des anciens collaborateurs, des rumeurs, des soupçons et une question qui revient obsédante: combien d'autres Derek Dixon restent encore dans l'ombre?